Il faisait ce jour-là un de ces temps d'automne, gai et clair, à arrêter les hirondelles qui vont partir. Midi sonnait à Notre-Dame, et son grave bourdon semblait verser par-dessus la rivière verte et moirée, au pil des ponts, et jusque par-dessus nos têtes, tant l'air ébranlé était pur de longs frémissements lumineux. Le feuillage roux des arbres du jardin s'était par degrés essuyé du brouillard bleu qui les noie en ces vaporeuses matinées d'octobre, et un joli soleil d'arrière-saison nous chauffait agréablement le dos dans sa ouate d'or au docteur et à moi, pendant que nous étions arrêtés à regarder la fameuse panthère noire qui est morte l'hiver d'après, comme une jeune fille de la poitrine. Il y avait çà et là autour de nous le public ordinaire du jardin des plantes, ce public spécial de gens du peuple, de soldats et de bonnes d'enfants qui aiment à badauder devant la grille des cages et qui s'amusent beaucoup à jeter des coquilles de noix et des pelures de marron aux bêtes engourdies ou dormant derrière leurs barreaux. La panthère devant laquelle nous étions, en rôdant, arrivée, était, si vous vous en souvenez, de cette espèce particulière à l'île de Java, le pays du monde où la nature est le plus intense et semble elle-même quelque grande tigresse, inapprivoisable à l'homme qui le fascine et qui le mord dans toutes les productions de son sol terrible et splendide. À Java, les fleurs ont plus d'éclat et plus de parfum, les fruits plus de goût, les animaux plus de beauté et plus de force que dans aucun autre pays de la terre. Et rien ne peut donner une idée de cette violence de vie à qui n'a pas reçu les poignantes et mortelles sensations d'une contrée tout à la fois enchantante et empoisonnante, tout ensemble armide et locuste. Étalée nonchalamment sur ses élégantes pattes allongées devant elle, la tête droite, ses yeux d'émeraude immobiles, la panthère était un magnifique échantillon des redoutables productions de son pays. Nulle tache fauve n'étoilait sa fourrure de velours noir d'un noir si profond et si mat que la lumière en y glissant ne la lustrait même pas, mais s'y absorbait, comme l'eau s'absorbe dans l'éponge qui la boit. Quand on se retournait de cette forme idéale de beauté souple, de force terrible au repos, de dédain impassible et royal vers les créatures humaines qui la regardaient timidement, qui la contemplaient, yeux ronds et bouche béante, ce n'était pas l'humanité qui avait le beau rôle, c'était la bête. Et elle était si supérieure que c'en était presque humiliant. J'en faisais la réflexion tout bas au docteur quand 2 personnes scindèrent tout à coup le groupe amoncelé devant la panthère et se plantèrent justement en face d'elle. Oui, me répondit le docteur, mais voyez maintenant, voici l'équilibre rétabli entre les espèces. C'était un homme et une femme, toutes 2 de haute taille et qui, dès le premier regard que je leur jetai, me firent l'effet d'appartenir au rang élevé du monde parisien. Ils n'étaient jeunes ni l'un ni l'autre, mais néanmoins parfaitement beaux. L'homme devait s'en aller vers 47 ans, et davantage, et la femme vers 40 et plus. Ils étaient donc, comme disent les marins revenus de la terre de feu, passés la ligne fatale, plus formidable que celle de l'équateur, qu'une fois passée, on ne repasse plus sur les mers de la vie. Mais ils paraissaient peu se soucier de cette circonstance. Ils n'avaient au front ni nulle part de mélancolie. L'homme élancé et aussi patricien dans sa redingote noire strictement boutonnée, comme celle d'un officier de cavalerie, que s'il avait porté un de ces costumes que le Titien donne à ses portraits, ressemblait par sa tournure brusquée, son air efféminé et humain, ses moustaches aiguës, comme celles d'un chat et qui, à la pointe commençait à blanchir, à un mignon du temps de Henri III. Et pour que la ressemblance fût plus complète, il portait des cheveux courts qui n'empêchaient nullement de voir briller à ses oreilles 2 saphirs d'un bleu sombre qui me rappelèrent les 2 émeraudes que Sbogar portait à la même place. Excepté ce détail ridicule, comme aurait dit le monde, et qui montrait assez le dédain pour les goûts et les idées du jour. Tout était simple et dandy comme l'entendait Brumel, c'est-à-dire irremarquable, dans la tenue de cet homme qui n'attirait l'attention que par lui-même, et qui l'aurait confisquée tout entière s'il n'avait pas eu au bras qu'en ce moment il y avait. Cette femme, en effet, prenait encore plus le regard que l'homme qui l'accompagnait, et elle le captivait plus longtemps. Elle était grande comme lui, sa tête atteignait presque la sienne. Et comme elle était aussi toute en noir, elle faisait penser à la grande Isis noire du musée égyptien, par l'ampleur de ses formes, la fierté mystérieuse et la force. Chose étrange, dans le rapprochement de ce beau couple, c'était la femme qui avait les muscles, et l'homme qui avait les nerfs. Je ne la voyais alors que de profil, mais le profil, c'est l'écueil de la beauté, ou son attestation la plus éclatante. Jamais, je crois, je n'en avais vu de plus pur et de plus altier.
Quant à ses yeux, je n'en pouvais juger, fixés qu'ils étaient sur la panthère, laquelle, sans doute, en recevait une impression magnétique et désagréable, car, immobile déjà, elle sembla s'enfoncer de plus en plus dans cette immobilité rigide, à mesure que la femme venue pour la voir la regardait. Et, comme les chats à la lumière qui les éblouit, sans que sa tête bougeât d'une ligne, sans que la fine extrémité de sa moustache seulement frémît, la panthère, après avoir clignoté quelque temps, et comme n'en pouvant pas supporter davantage, rentra lentement sous les coulisses tirées de ses paupières, les 2 étoiles vertes de ses regards. Elle se claquemurait. « Hé hé, panthère contre panthère, fit le docteur à mon oreille, mais le satin est plus fort que le velours. » Le satin, c'était la femme, qui avait une robe de cette étoffe miroitante, une robe à longue traîne. Et il avait vu juste le docteur, noir, souple, d'articulation aussi puissante, aussi royale d'attitude, dans son espèce d'une beauté égale et d'un charme encore plus inquiétant. La femme, l'inconnue, était comme une panthère humaine, dressée devant la panthère animale qu'elle éclipsait. Et la bête venait de le sentir, sans doute quand elle avait fermé les yeux. Mais la femme, si c'en était un, ne se contenta pas de ce triomphe. Elle manqua de générosité. Elle voulut que sa rivale la vît qu'il l'humiliait, et rouvrit les yeux pour la voir. Aussi, défaisant sans mot dire les 12 boutons du gant violet qui moulait son magnifique avant-bras, elle ôta ce gant, et passant audacieusement sa main entre les barreaux de la cage, elle en fouetta le museau court de la panthère, qui ne fit qu'un mouvement. Mais quel mouvement! Et d'un coup de dent rapide comme l'éclair. Un cri partit du groupe où nous étions. Nous avions cru le poignet emporté. Ce n'était que le gant. La panthère l'avait englouti. La formidable bête outragée avait rouvert des yeux affreusement dilatés, et ses naseaux froncés vibraient encore. « Folle !» dit l'homme, en saisissant ce beau poignet qui venait d'échapper à la plus coupante des morsures. Vous savez comme parfois on dit « folle !» Il le dit ainsi, et il le baisa, ce poignet, avec emportement. Et comme il était de notre côté, elle se retourna de 3/4 pour le regarder baisant son poignet nu, et je vis ses yeux à elle, ses yeux qui fascinaient des tigres et qui étaient à présent fascinés par un homme. Ses yeux, 2 larges diamants noirs taillés pour toutes les fiertés de la vie, et qui n'exprimaient plus en le regardant que toutes les adorations de l'amour. Ces yeux-là étaient et disaient tout un poème. L'homme n'avait pas lâché le bras, qui avait dû sentir la laine fiévreuse de la panthère, et, le tenant replié sur son cœur, il entraîna la femme dans la grande allée du jardin, indifférent aux murmures et aux exclamations du groupe populaire, encore ému du danger que l'imprudente venait de courir, et qu'il traversa tranquillement. Ils passèrent auprès de nous, le docteur et moi, mais leurs visages tournés l'un vers l'autre, se serrant flanc contre flanc, comme s'ils avaient voulu se pénétrer entre eux, lui dans elle dans lui, et ne faire qu'un seul corps à eux 2, en ne regardant rien qu'eux-mêmes. C'étaient, aurait-on cru à les voir ainsi passer, des créatures supérieures, qui n'apercevaient pas même à leurs orteils la terre sur laquelle ils marchaient, et qui traversaient le monde dans leurs nuages, comme dans Homère les immortels. De telles choses sont rares à Paris, et pour cette raison nous restâmes à le voir filer, ce maître couple, la femme étalant sa traîne noire dans la poussière du jardin, comme un paon dédaigneux jusque de son plumage. Ils étaient superbes, en s'éloignant ainsi sous les rayons du soleil de midi, dans la majesté de leur entrelacement, ces 2 êtres. Et voilà comme ils regagnèrent l'entrée de la grille du jardin, et remontèrent dans un coupé, étincelant de cuivre et d'attelage qui les attendait.